Bonjour à tous et merci d'écouter le podcast Trading Masters. Je suis Xavier et je vais vous parler de stratégie d'investissement et de modèles de trading en me basant sur l'expérience des meilleurs traders de tous les temps. Bienvenue dans le 3e épisode du podcast. Aujourd'hui, on va parler de Warren Buffett. Warren Buffett a eu du succès relativement tôt, mais sa carrière a réellement explosé après sa rencontre avec Benjamin Graham. Buffett a commencé en appliquant le value investing très strict de Graham, en analysant les entreprises de manière quantitative et en essayant d'acheter des titres sous-valorisés. Le but étant pour lui de garder ses titres pendant sa période favorite, c'est-à-dire pour toujours. Warren Buffett est toujours dans le top 3 des personnes les plus riches de la planète, et toute sa fortune vient de ses investissements. Contrairement à tous les hedge fund managers, Buffett ne prend pas un pourcentage des profits qu'il fait générer à sa société, et il ne se fait payer qu'un salaire de $100 000 par an. En regardant le parcours de Buffett, on voit qu'il a tout du mythe américain. En grandissant à Omaha, au Nebraska, il a commencé tout jeune, dans la cour de récré, à vendre des chewing-gums, des canettes de coca et à distribuer des journaux au porte-à-porte. 3 de ses investissements phares plusieurs années plus tard. Il a acheté sa première action à 11 ans et rempli sa première déclaration d'impôt à 13 ans. Pour la petite histoire, il a déduit de ses revenus une partie de son vélo et de sa montre pour ses livraisons de journaux. Après ses études à l'université du Nebraska, il a postulé à Harvard où il a été refusé. Mais finalement, ça a été le déclencheur de toute sa carrière, car il a été pris à l'université de Columbia où il a rencontré un professeur qui deviendra son futur mentor, Benjamin Graham. Il a assez rapidement rejoint l'entreprise de Graham en tant qu'analyste action et a monté son business 2 ans plus tard, en 1956, le Buffett Partnership. En 1969, il s'est dit que le marché était surévalué et il a fermé son fonds. Il a alors recommandé à ses associés 3 options. Récupérer le cash de la liquidation, investir avec son ami Bill Ruane dans le fonds Sequoia, ou prendre des parts dans une société qu'il contrôlait, Berkshire Hathaway. Buffett avait racheté Berkshire en 1962. C'était une entreprise de textile en difficulté. La partie textile n'est jamais repartie, mais Buffett a utilisé le cash flow pour acheter d'autres entreprises. Il a beaucoup investi dans les assurances, qui ont toujours fait une grosse part de ses profits. Un assureur a en général beaucoup de cash à sa disposition, car il peut se passer beaucoup de temps entre les primes qu'il encaisse et les éventuels dégâts à rembourser. Il s'est peu à peu détaché du modèle très strict de Graham. Il a continué à acheter un discount, bien sûr, mais des entreprises de qualité, avec un avantage compétitif durable, ce que Buffett appelle un moat, un fossé. Il recherche des entreprises difficiles à attaquer, en utilisant 2 modèles. Les 5 forces de Porter, très classique en marketing, et le modèle de Morningstar. C'est sûrement ce qui manquait à Graham, une étude approfondie du business model des entreprises. Michael Porter est un économiste de Harvard qui a développé un modèle de marketing dans les années 80. Dans son modèle, appelé matrice de Porter, il montre que 5 forces caractérisent l'environnement concurrentiel d'une entreprise, quelle qu'elle soit, et que ce qui fait sa capacité à dépasser ses concurrents, c'est son aptitude plus ou moins grande à maîtriser ces 5 forces. La première, le pouvoir de négociation des clients, c'est-à-dire avec quelle facilité le client peut aller à la concurrence. Les opérateurs téléphoniques typiquement jouent là-dessus, car ils savent que les clients ont tendance à ne pas faire jouer la concurrence une fois abonnés, même si elle offre des prix plus bas ou de meilleurs services. Ensuite, le pouvoir de négociation des fournisseurs. Les vendeurs chinois d'objets en plastique ont un très faible pouvoir de négociation. Ils sont des milliers à offrir les mêmes produits et à jouer à celui qui offrira les prix les plus bas. À l'inverse, sur le marché du diamant ou du pétrole, tout est dans les mains d'un faible nombre de producteurs qui peuvent jouer sur les prix comme ils veulent. Troisième force, la menace des produits ou services de substitution. C'est le cas par exemple de l'eau en bouteille, qui peut facilement être remplacée par l'eau du robinet. La SNCF aussi par exemple peut sembler avoir un monopole, mais il y a des services de substitution, comme avec les compagnies aériennes à bas coût comme EasyJet ou le covoiturage avec Blablacar. Ensuite, les barrières à l'entrée. On pense par exemple au secteur pharmaceutique, qui requiert des investissements colossaux pour mettre au point de nouveaux médicaments. En plus, le temps de développement est long, ce qui retarde d'autant le moment où l'entreprise pourra avoir des retours sur investissement. On le voit aussi dans la grande distribution. Pour concurrencer Walmart ou Carrefour sur les prix, il faudrait avoir d'emblée leur taille pour pouvoir avoir le même pouvoir de négociation auprès des fournisseurs. À l'inverse, YouTube est un marché très ouvert et n'importe qui peut devenir YouTuber du jour au lendemain. Dernière force, l'intensité de la rivalité entre les concurrents. Il faut regarder si les entreprises se livrent en combat à mort pour un marché stagnant ou en déclin.
Autre modèle, Morningstar, que vous connaissez peut-être car leur spécialité, c'est de donner des ratings aux mutual funds. Eux aussi utilisent 5 facteurs, mais je ne vais pas rentrer dans le détail car ça ressemble beaucoup au modèle de Porter. Le seul critère dont je vais parler, c'est l'effet de réseau, car il est très présent sur le web. Cette source d'avantages concurrentiels est une des plus rares, mais c'est aussi l'une des plus lucratives pour les entreprises qui en bénéficient. On observe un effet réseau lorsque la valeur d'un bien ou d'un service augmente avec le nombre d'usagers. Mais il faut que l'entreprise soit en mesure de monétiser le réseau d'utilisateurs ou de clients. L'effet réseau doit s'étendre non seulement aux clients, mais également aux fournisseurs et aux développeurs du réseau. Il y a beaucoup d'exemples. Un forum sur le web, par exemple, ne vit que s'il a des utilisateurs actifs, mais une fois qu'il est installé, c'est très dur de le concurrencer. On voit la même chose pour Blablacar, eBay, Facebook, Airbnb. Il y a sûrement beaucoup mieux que Facebook, technologiquement, mais l'effet réseau joue tellement qu'il serait aujourd'hui très très dur de démarrer de zéro et de concurrencer Facebook même avec un bien meilleur produit. C'est typiquement ce type d'analyse concurrentielle qui fait investir Buffett dans Apple, dans le secteur bancaire qui a à la fois d'énormes barrières à l'entrée et dans lesquelles les clients sont très fidèles. Le premier gros coup de Buffett a lieu en 1963 sur American Express. Même si on connaît cette société aujourd'hui uniquement pour ses cartes de crédit, à l'époque, elle avait plusieurs business, dont un qui consistait à prêter de l'argent avec comme garantie des biens stockés par des entreprises, typiquement leur inventaire. Cette activité perd beaucoup d'argent, de 1944 à 1958, faute de clients. Son président, Donald Miller, se retrouve en difficulté face à la direction du groupe. C'est alors qu'en 1958, un professionnel qui raffine de l'huile lui propose de venir inspecter ses capacités de stockage, situées près de New York. American Express certifiera que les quantités d'huile annoncées sont bien là, ce qui permettra au raffineur, Allied Crude Oil, d'obtenir des banques le financement de ses stocks. Le problème, c'est que certains de ces réservoirs de stockage contiennent de l'eau salée et pas de l'huile. Des tuyaux transvasent l'huile du réservoir en réservoir durant les contrôles pour faire croire à l'existence de quantités conformes aux annonces. En plus des stocks truqués, ils essayent de corrompre les inspecteurs d'American Express pour dissimuler que les réservoirs d'Allied contiennent, en théorie, 2 fois plus d'huile que l'ensemble des stocks américains. En contrepartie de cette ressource en partie fantôme, American Express émet alors des certificats qui garantissent des financements bancaires utilisés par le raffineur, à la fois pour ses besoins personnels et pour faire monter les cours de l'huile. Celui-ci pourrait se contenter de cette arnaque, mais son ego est surdimensionné. Il veut devenir le premier vendeur d'huile végétale du monde. À partir de 61, il se sert de ses énormes ressources pour acheter des contrats à terme, des futurs, sur l'huile. Il n'utilise pas cette technique pour se mettre à l'abri de possibles hausses de prix sur des ventes déjà conclues, comme le font les professionnels, mais pour spéculer. Il juge que Washington sous-estime la croissance potentielle de la demande. Pour appuyer sa manœuvre et la dissimuler aux yeux des autorités, il fait acheter des futurs par ses proches, ses employés, et par d'autres sociétés de son groupe, et même par 2 banques. Assez bizarrement, les gendarmes du marché restent tranquilles, alors qu'ils devraient s'alarmer du fait que le total de l'huile prétendument détenue dans les réservoirs d'Allied, ajouté à celle qu'il a achetée grâce au futur, dépasse 1 an d'exportation américaine. Finalement, le raffineur est pris à son propre piège. Ces achats massifs continuent à faire monter les prix, ce qui décourage les acheteurs. La baisse de la demande menace de faire chuter les cours. Il lui faut alors poursuivre ses achats de futurs et procéder à un corner, c'est-à-dire s'approprier suffisamment d'huile pour pouvoir en dicter le prix et contrôler le marché à 90%. Cette fuite en avant exige de nouvelles liquidités. Il multiplie les certificats frauduleux aux dépens d'American Express. Ça devient ingérable. En 1963, le fraudeur n'a plus le moindre cent pour acheter des futurs. Les prix s'effondrent et les pertes d'Allied se révèlent colossales. Le château de cartes s'écroule et le raffineur est mis en faillite. Les pertes sur les certificats qu'American Express a émis se montent à 175 millions de dollars, soit 1,5 milliard de dollars de nos jours et mettent l'entreprise en péril. L'assassinat du président Kennedy donne un peu de répit à la bourse de New York, qui échappe à un scénario de type 1929. Lyndon Johnson lui succède. Le 26 novembre, Wall Street rouvre et le Dow Jones reprend 32 points. Le pire a été évité, y compris sur le marché de l'huile. Par rapport à l'énormité de la fraude, les dégâts s'avèrent plutôt limités. American Express ne perd que 58 millions de dollars dans l'aventure, mais le cours de son action s'effondre de 50%. Un certain Warren Buffett, qui n'est pas encore l'une des premières fortunes du monde, observe alors que les clients du restaurant Steakhouse de sa ville, à Omaha, continuent de régler leurs additions avec leur carte American Express. Persuadé de la solidité de la société, il achète 5% du capital, au plus bas, pour 20 millions de dollars, grâce à sa holding Berkshire Hathaway, ce qui représente 40% de ses actifs. Il a finalement revendu 5 ans plus tard, en multipliant sa mise par 5.
Depuis, il a racheté des parts dans Amex et ne les a jamais revendues. Autre joli coup beaucoup plus récent, pendant la crise de 2008 sur Goldman Sachs. Au plus fort de la crise, juste après la faillite de Lehman Brothers, Warren Buffett a investi 5 milliards dans Goldman Sachs. Voilà comment le deal était structuré. Il a d'abord acheté 5 milliards de Perpetual Preferred Shares, donc un intermédiaire entre une action et une obligation. Techniquement, c'est une action, mais plus sûre car en cas de faillite, elles seront remboursées avant les actions standards. Elles payent aussi plus de dividendes. Dans le cas de Goldman, ils ont accepté de payer 10% de dividendes, soit 500 millions de dollars par an. Pour la deuxième partie du deal, il a acheté des call options pour 43 millions d'actions supplémentaires, avec un strike de 115 $ et une deadline au 1er octobre 2013. Combien a-t-il gagné sur ce deal ? Sur les preferred shares, Goldman avait mis une clause permettant de les racheter, ce qu'ils ont fait en 2011 pour 5 milliards 640 millions. Donc 5 milliards pour le rachat, 500 millions de bonus pour rachat anticipé et 140 millions de dividendes. Soit pour Buffett, 640 millions de gains, 13% en 2 ans et demi. Pas mal. Mais surtout, il a touché entre-temps plus d'1 milliard de dividendes, soit au total 1,75 milliard ou 35% de performance. Sur les options, c'est une autre histoire. Rappelez-vous, les options avaient un strike de 115 en 2008. L'action cotait 125. Le titre a beaucoup fluctué. Il est tombé à 60 $ pour remonter à 190. Finalement, même Buffett, qui a pourtant les nerfs solides, n'a pas tenu jusqu'à la deadline d'octobre 2013 et a fait un deal avec Goldman en mars 2013, car il trouvait trop risqué d'attendre 6 mois de plus. Il a fait malgré tout un joli coup qui lui a rapporté 1,3 milliard. Il a finalement touché son profit en actions de Goldman Sachs, faisant de lui l'un des plus gros actionnaires. Donc en tout, Buffett a fait un gain de plus de 3 milliards, soit 62% en 5 ans. Warren Buffett est considéré comme l'investisseur le plus brillant au monde, et son historique de performance en atteste. Entre 1965 et 2016, la valeur d'actifs de Berkshire Hathaway a vu son actif net par action croître de 19% par an en moyenne, contre une progression de 9% pour l'indice S&P. Le talent de Buffett tient à plusieurs caractéristiques, dont peuvent s'inspirer les investisseurs. Respectant l'enseignement de Benjamin Graham, Buffett fait attention au prix d'achat, recherche une grande marge de sûreté, c'est-à-dire la décote entre le cours d'une action et sa valeur intrinsèque, et surtout, il tend à n'acheter massivement des actions que lorsque les marchés paniquent. Il répète souvent « Ayez peur quand tout le monde est avide et soyez avide quand tout le monde a peur ». Cette grande discipline dans la gestion de son portefeuille, que Charlie Munger, son associé de toujours, dit être rationnel plutôt que brillant, explique la faible rotation du portefeuille de Berkshire Hathaway. Mais finalement, Buffett est-il toujours un investisseur value ? J'ai pris la composition du portefeuille et utilisé la boîte Morningstar pour caractériser ses principales positions. Rappelons que certaines positions sont très anciennes, comme American Express dont on a déjà parlé, Coca-Cola ou Wells Fargo. Mais certaines sont très récentes, ces investissements dans des compagnies aériennes ou dans Apple. Sur la base des derniers cours de bourse de ces sociétés, le portefeuille d'actions de Buffett est value à 80%. Mais ces derniers investissements ont plutôt un profil mixte. C'est le cas d'Apple, Southwest Airlines ou United Continental Holdings. Ce léger biais vers les valeurs de croissance ou mixtes reflète l'opportunisme de Buffett. À partir du moment où le prix est suffisamment attrayant et compte tenu d'un horizon d'investissement particulièrement long, Buffett peut se permettre d'être un peu moins value de temps en temps. Mais sa philosophie n'a pas bougé. Et avec le temps, c'est bien ça qui lui a permis de bâtir un des historiques de performance les plus remarquables au monde. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas de me mettre 5 étoiles sur iTunes. Les revues iTunes, c'est très important, comme vous le savez, pour être mis en avant sur la plateforme. Je suis bien sûr preneur de tous vos commentaires, notamment s'il y a certains sujets dont vous aimeriez discuter ou si vous souhaitez qu'on fasse un format plus proche d'une discussion et que vous aimeriez qu'on enregistre un épisode avec vous si vous avez des choses à apporter sur Skype. Ciao à tous, au prochain épisode.